Et donc, l'idée, c'est de vous montrer ce que les différents acteurs font en Europe, et puis et également vous montrer une méthodologie d'analyse un peu précise, hein, qu'on a construite chez Carbone 4 et qui permettent à pas mal d'institutions financières de prendre en compte ces risques climatiques dans leur métier. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Carbone 4, c'est un cabinet donc français basé à Paris qui travaille sur les enjeux du changement climatique. Et donc, on travaille sur tous les secteurs d'activité. Et donc notamment des secteurs de l'économie réelle comme l'énergie, comme la mobilité, comme le bâtiment. Et de plus en plus, on a des demandes du secteur financier, donc de la gestion d'actifs, des investisseurs institutionnels et des banques. Et donc ce qu'on fait, c'est que finalement, on va mettre à profit ce qu'on a appris en travaillant directement avec les acteurs de l'économie réelle. On va construire des méthodologies et des indicateurs pour venir analyser des portefeuilles qui sont finalement un ensemble d'entreprises, un ensemble d'infrastructures, un ensemble de pays, d'actifs. Donc, voilà, le fait d'avoir travaillé avant pour l'économie réelle nous permet aujourd'hui de décliner nos méthodologies dans le secteur de la finance. Donc, par rapport à Carbone 4, on a été fondé par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, qui sont deux experts de ce secteur-là, enfin du secteur du changement climatique. Et on a été rejoint plus récemment par Laurent Morel, qui a lui pas mal travaillé dans l'immobilier. Et donc, comme je vous disais, on a travaillé pour tous les secteurs, majoritairement pour des grandes entreprises françaises, mais on aime bien aussi travailler pour le public et on aime bien travailler à l'international. Et donc, je suis heureux de vous apporter mon éclairage aujourd'hui. Alors, peut-être sur le rappel des enjeux, donc j'imagine que vous l'avez déjà vu. Il y a plusieurs risques liés au changement climatique. Donc, le risque physique, qui est là les conséquences du changement climatique. Et donc, si on va sur un scénario à 4, 5 degrés, on va avoir tout un tas d'impacts du changement climatique qui vont venir affecter les actifs. Donc, que ce soit des vagues de chaleur, que ce soit des événements extrêmes, la montée du niveau des mers, etc. Ça va venir finalement affecter les opérations des actifs, donc ralentir les process. Ça peut venir détruire les actifs. Et puis, ça peut venir aussi détruire la chaîne de valeur. Vous pouvez très bien avoir une usine qui fonctionne très bien. Et finalement, si la route pour venir à l'usine est inondée ou est détruite, ben, votre usine ne peut plus fonctionner. Vous avez les risques de transition. Et donc ça, c'est pour passer de l'économie actuelle à une économie décarbonée. Il va y avoir tout un changement de règles du jeu, qui peuvent être de la fiscalité, on parle de taxes carbone, qui peuvent être de la régulation. Donc on interdit telle ou telle activité, on interdit les véhicules thermiques dans les zones urbaines, par exemple. On interdit les chaudières à fioul. Et puis des changements de marché, en fait. Des changements de marché qui peuvent s'opérer. Et là, ça va être des consommateurs, consommatrices qui veulent des autres produits, des produits bas carbone. Voilà, on voit des choses sur le local, sur le bio, etc. Et donc, il va y avoir tout un tas d'activités qui vont être favorisées, mais des activités qui vont devoir se réduire, et notamment tout ce qui est lié à l'extraction et la production d'énergie fossile. Et puis un troisième risque, qui est lui plus dur à diagnostiquer, c'est le risque de responsabilité. Donc c'est le risque qu'il y ait finalement une plainte auprès d'une entreprise, auprès d'une contrepartie, sur le fait qu'elle n'a pas pris assez en compte les risques climatiques et que donc elles doivent des dommages et intérêts. Et donc c'est un risque financier pour le changement climatique, pour l'entreprise. Et donc ce qui est vraiment important, c'est que c'est souvent le climat est souvent vu comme de l'extra-financier, mais on vient vraiment faire rentrer cet extra-financier dans le financier en se disant il y a des impacts financiers liés à tous ces risques. Et donc, ça va avoir des conséquences soit sur la baisse du chiffre d'affaires, soit sur l'augmentation des OPEX ou l'augmentation des CAPEX de l'entreprise. Alors, bien sûr, suivant les scénarios qu'on va suivre à l'avenir, donc en gros, vous savez que nos émissions augmentent constamment. Alors en 2020, elles vont stagner pour une mauvaise raison, c'est la crise sanitaire du Covid. Mais en gros, on n'a jamais réussi à interrompre cette montée des émissions. Et donc si on continue à faire augmenter ces émissions, on va sur une trajectoire plus 4 degrés. Et donc on aura beaucoup de risques physiques. À l'inverse, si on arrive à infléchir ces émissions et donc
à finalement s'aligner avec les accords de Paris et donc limiter le réchauffement à 2 degrés, voire moins de 2 degrés, bah là, on doit mettre en place finalement des risques de transition. Donc, on a envie de les voir se réaliser pour sauver le climat. Donc, de toute façon, il va y avoir des risques. Mais suivant les scénarios, ça va être plus des risques physiques ou plus des risques de transition. Et aujourd'hui, on s'oriente dans un monde un peu entre les deux, puisqu'on n'a pas encore vu une transition très rapide. On commence à voir des impacts des risques physiques. Donc, on voit un peu des deux risques se matérialiser. Et donc, j'entendais parler tout à l'heure de l'horizon de temps. C'est sûr que plus on va aller loin, plus on va voir ces risques se matérialiser, plus on va aller loin dans le temps. Mais voilà, on commence à voir aujourd'hui, très concrètement, notamment sur les risques physiques, des conséquences liées au changement climatique. Alors, par rapport à ça, le secteur financier s'organise. Alors, je pense que vous avez déjà parlé de la CCFD. En Europe, il y a la Commission européenne qui a lancé le plan d'action pour la finance durable, où il y a 10 grandes actions pour justement, alors d'une part financer la transition, mais d'autre part gérer les risques climatiques. Et donc, quand la machine européenne est en route, ça va finalement assez vite. Donc, ils ont lancé ce plan en 2018, et là, il y a tout un tas de textes de loi qui sont en cours. Et l'idée, ça va être surtout de favoriser la transparence, puisque pour gérer ce risque, en fait, il faut avoir de l'information. Et donc, quand vous êtes investisseur, financeur, vous avez besoin de savoir si vos contreparties prennent en compte ces risques et si finalement, si vous leur prêtez de l'argent, si vous investissez dans ces entreprises, si vous êtes sûr qu'elles ont mesuré et géré ces risques. Donc, il y a, on va dire, tout ça, et la TCFD, c'est ça aussi. Il y a un besoin de transparence sur comment les acteurs prennent en compte ces risques. Il y a tout un tas d'initiatives liées plus largement à la finance verte qui se sont montées dans le monde, que ce soit pour donc le Montréal Pledge, c'était lors de la COP 21, où tout un tas d'acteurs se sont dit on va calculer l'empreinte carbone de nos portefeuilles. Donc on va commencer à faire un premier diagnostic de quel est le lien entre le climat et nos portefeuilles. Il y a également plutôt des choses liées aux actions. Donc Divest Invest, c'est plutôt un consortium d'acteurs qui se sont dit on va sortir du charbon, parce qu'aujourd'hui le charbon c'est une énergie qui contribue le plus fortement au changement climatique, qu'on sait faire autrement. On sait substituer l'électricité produite au charbon par d'autres moyens de production électrique. Et il y a un fort risque de transition sur ce charbon. Et donc, j'ai pas envie d'être le dernier acteur à avoir des centrales à charbon dans mon portefeuille. Il y a également des initiatives par pays. Donc, Finance for Tomorrow, c'est l'association qui, en France, regroupe tous les acteurs de la finance verte. Et donc, il y a pas mal de groupes de travail sur comment mesurer l'impact, sur comment gérer les risques. Et donc, des acteurs de différents horizons vont venir discuter et partager leurs bonnes pratiques. Faire aussi un peu de lobby auprès des institutions de régulation pour faire avancer ce sujet finance verte. Et puis l'autre chose qu'on voit, c'est des gros acteurs qui se positionnent sur le fait que ce sujet changement climatique, c'est vraiment un risque. Donc il y a bien sûr eu Marc Carnet qui a commencé avec le discours de la tragédie des horizons, et Marc Carnet qui était président du Conseil de stabilité financière. Mais voilà, également des grosses entités comme BlackRock, comme Standard & Poor's, affichent aujourd'hui clairement leur volonté de prendre en compte ce risque climatique et l'affichent comme un risque financier. Donc on est dans le financier. Et donc pour résumer les enjeux, il y a vraiment deux aspects liés à la finance verte. Le premier, c'est il faut financer une économie bas carbone. Et donc ça, c'est dans l'article 2 des accords de Paris. Il faut aligner les flux financiers avec le développement d'une économie bas carbone et résiliente. Donc, il y a également l'adaptation qui est dans les accords de Paris, mais d'un point de vue purement atténuation, ce qu'il faut lorsqu'on est un acteur financier, c'est quelque part augmenter ce qu'on pourrait appeler la part verte, donc plus allouer de capital, de financement dans les activités vertes, parce qu'il en faut plus pour bâtir l'économie de demain. Il va falloir réduire du coup les flux financiers
dans les secteurs bruns, et donc notamment les énergies fossiles. On a parlé du charbon, et donc concrètement, il va falloir aussi identifier une réduction de la production des autres énergies fossiles, et donc ça veut dire moins investir dans ces secteurs-là. Et ça, c'est très clair quand vous regardez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, entre le scénario 4 degrés et le scénario 2 degrés, il y a beaucoup plus d'investissements verts dans le scénario 2 degrés et moins d'investissements dans les énergies fossiles dans le scénario 2 degrés comparé au scénario 4 degrés. Donc il y a vraiment un enjeu de réallocation. Et donc, c'est finalement, ça va pas forcément coûter plus cher, alors qu'au global, il y a besoin d'un peu plus de capitaux, mais il y a surtout une réallocation, de dire il y a des choses à moins soutenir et des choses à plus soutenir pour faire cette transition. Et si on ne le fait pas, cette transition ne se fera pas. Donc il y a vraiment un besoin des acteurs financiers de supporter l'émergence de l'économie bas carbone. Le troisième point, il est moins visible et on en parle moins, mais finalement, au-delà, entre le vert, donc les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, où c'est très clairement identifié, et puis le charbon, les énergies fossiles, là aussi c'est assez clair. Entre les deux, vous avez tout un tas de secteurs, vous avez les bâtiments, vous avez le transport, vous avez voilà, tout un tas d'activités qui existent aujourd'hui, qui vont continuer à exister, mais qui vont devoir se transformer. L'industrie lourde, etc. Et donc, pour ça, il y a aussi besoin d'investissement pour voilà, faire de l'efficacité, pour se réorienter les business models, etc. Et donc, là aussi, il y a besoin de capitaux. Donc, transformer finalement le reste de l'économie. Donc, très, très, très important. Ça, c'est le premier sujet, financer une économie bas carbone. Le second sujet, là, c'est plus cœur business des acteurs financiers, c'est gérer ces risques climatiques dont j'ai parlé sur la slide précédente. Donc, il y a gérer les risques de transition, gérer les risques physiques. Associé à ça, il y a aussi gérer les risques de réputation qu'on commence à voir émerger, je ne sais pas chez vous, mais en Europe, voilà, il y a pas mal d'ONG qui vont mettre en lumière les banques, les acteurs financiers qui soutiennent l'économie de demain et ceux qui continuent à faire comme avant et donc à investir énormément dans les énergies fossiles et donc à faire en sorte quelque part que les émissions continuent d'augmenter. Et qui dit risque dit aussi opportunité. Hein, et donc on voit tout un tas de nouvelles stratégies qui émergent et donc des nouveaux produits financiers à mettre sur le marché pour soutenir cette transition. Hein, donc il n'y a pas que des risques, même s'il y en a beaucoup. Donc en conclusion, hein, il y a vraiment un besoin du secteur de la finance au sens large, banque et finance, de s'associer dans la transition, et sans ça, on n'arrivera pas à faire la transition. Et d'autre part, le fait que voilà, ça va créer des risques et opportunités. Alors, j'avais envie de partager avec vous un certain nombre d'initiatives voilà, qu'on a pu croiser dans nos travaux. Et donc, j'ai listé en fait quel type d'activité ça peut concerner dans les banques, dans les acteurs financiers. Et donc, la première chose, c'est finalement mesurer, c'est de faire un diagnostic, hein, mesurer les risques. Et donc, pour les risques de transition, ça va passer par la mesure de l'empreinte carbone, c'est-à-dire combien de CO2 mes contreparties ont besoin d'émettre pour fonctionner. Et dans un monde où il faut se décarboner, s'il y a beaucoup de CO2, ça va être compliqué pour elles de continuer à fonctionner. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'arriver à mesurer ce CO2, mesurer ce risque de transition, et puis de l'autre côté, mesurer aussi les risques physiques. Donc là aussi, il y a tout un tas de méthodologies. Alors, je reviendrai dans un second temps de la présentation sur deux méthodologies qui sont les nôtres, mais qui ont des principes généraux qui me semblent intéressants. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodologies, mais juste vous dire quels sont les principes généraux qui permettent de faire cette mesure des risques pour des portefeuilles financiers. Et donc, en gros, ça va concerner quasiment toutes les activités des banques, de la gestion d'actifs et des investisseurs. Et donc, par exemple, il y a le Montréal Pledge, hein, qui était voilà, tout un tas d'investisseurs qui se sont dit on va mesurer l'empreinte carbone de nos portefeuilles. P9XCA, c'est la méthodologie de mesure d'empreinte carbone du Crédit Agricole, donc une banque française. Le Crédit Agricole, les caisses régionales mesurent par exemple les risques physiques des portefeuilles de crédit immobilier.
l'idée, c'est de se dire, des crédits immobiliers, il y en a quand même qui sont sur 15, sur 20, sur 25 ans. Là, on commence à être dans la zone de matérialité des risques physiques. Et donc, finalement, j'ai envie de regarder, en fonction de où sont implantés les bâtiments et des types de bâtiments, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que ces bâtiments vont venir à être affectés par les risques physiques? Et puis, Climinvest, qui est une initiative auquel Carbone 4 a participé à travers un consortium, où justement on a défini quelles sont les briques méthodologiques pour mesurer les risques physiques pour les acteurs financiers. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est un rapport qui est public. Donc voilà, première étape, mesurer les risques. Hop. Alors, le pendant hein, sur la partie financer une économie à carbone, c'est aussi les opportunités. Et donc, pour ça, il y a un indicateur qui s'appelle les émissions évitées. Hein, donc, l'empreinte carbone, on va dire, c'est l'impact négatif. En quoi les activités que je vais financer vont venir impacter négativement le climat. Et bien, à l'inverse, les émissions évitées, c'est si j'investis dans un acteur qui est performant, par exemple, quelqu'un qui va aider ses clients à se décarboner, quelqu'un qui fabrique des voitures électriques, quelqu'un qui fabrique des panneaux isolants pour le bâtiment, ben cet acteur va avoir une action positive dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, en tant qu'investisseur, j'ai envie de vouloir l'identifier et de le favoriser. Et donc, pour ça, on va venir mesurer les émissions évitées. Donc, aujourd'hui, par exemple, Natixis Investment Managers, qui est un gros gestionnaire d'actifs, voilà, mesure les émissions évitées de son portefeuille. Vous avez également mesuré l'alignement des portefeuilles avec une trajectoire. Donc l'empreinte carbone, c'est une vision statique, en quoi aujourd'hui les activités que je finance ont un impact négatif sur le climat. Bon, soit l'économie est telle qu'elle est, et donc aujourd'hui les portefeuilles sont plutôt alignés avec une trajectoire 4 degrés, puisque l'économie est dans une trajectoire 4 degrés. Bah, finalement, je vais essayer de regarder en quoi ces émissions vont venir évoluer à l'avenir. Donc, en fonction de ce que me disent les entreprises, hein, est-ce qu'elles ont des trajectoires de réduction de leurs émissions? Est-ce qu'elles ont des investissements dans des activités bas carbone? Et donc, il y a des méthodologies pour mesurer si les portefeuilles sont alignés. Donc là, on est plutôt dans la dynamique, contrairement à l'empreinte carbone qui est vraiment la photo. Là, on est dans la dynamique, en quoi les portefeuilles sont alignés. Alors, du coup, ça donne un indicateur assez parlant. C'est un portefeuille qui est 2 degrés, qui est 3 degrés, qui est 4 degrés, qui est 5 degrés. Et donc, ce qui permet un peu de vulgariser aussi toute cette comptabilité carbone qui est un peu complexe de premier abord et qui donne des indicateurs pour avancer. Mais si vous avez envie de créer un fonds thématique ambitieux sur le climat, vous pouvez très bien dire je vais faire un fonds 2 degrés. Et donc ça va permettre de communiquer aussi auprès des investisseurs finaux le fait que voilà, il y a une métrique qui est assez simple, qui est un fonds 2 degrés. Et donc pour ça, il y a besoin de méthodologie. Donc HSBC regarde ça, ING aussi. Donc, voilà, il y a pas mal de banques, pas mal de gestionnaires d'actifs qui travaillent sur en plus de donner du CO2 sur le portefeuille, des tonnes de CO2 par million d'euros d'investis, vont donner 1 degré, une trajectoire de réchauffement. Donc, une fois qu'on a toutes ces métriques de mesure, bon, il y a des questions de passer à l'action. Donc, passer à l'action, il y a ne plus soutenir le désinvestissement. Il y a les politiques sectorielles dans les banques qui vont dire on va arrêter de financer telle ou telle activité à partir de telle date parce qu'elles ne vont plus rentrer, elles ne vont plus être compatibles dans les accords de Paris. Vous pouvez avoir également l'engagement actionnarial quand vous êtes un investisseur de long terme ou un gestionnaire d'actifs. Vous pouvez très bien dire je vais rester dans une entreprise, je vais rester investi dans une entreprise carbonée, mais je vais demander en contrepartie une réflexion sur son business model et une projection sur son business model, comment elle compte faire sa transition et comment elle compte réduire ses émissions et contribuer aux accords de Paris. Et c'est ce qu'on voit pas mal aujourd'hui sur des grosses entreprises du secteur pétrolier notamment, qui sortent des objectifs ambitieux. C'est aussi parce que des actionnaires ont demandé de travailler ces sujets-là.
Alors aujourd'hui, c'est loin d'être consensuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% des actionnaires qui veulent que les sociétés pétrolières trouvent un plan de sortie à leurs activités. Et quand je dis plan de sortie, c'est pas il faut vendre tous les champs de pétrole et toutes les raffineries demain. Hein, l'idée, c'est vraiment de faire cette transition et c'est de se dire comment, voilà, compte tenu des émissions qui doivent se réduire, je peux continuer à avoir telle ou telle activité et puis me positionner autrement pour servir souvent de l'énergie, hein, mais peut-être d'autres services, dont va avoir besoin une économie bas carbone en 2030, 2040, 2050. Donc il y a vraiment de la vision de long terme derrière ça. Donc ensuite, en termes d'action, j'en ai un peu parlé avec la métrique 2 degrés. Une fois qu'on a la métrique, on peut bâtir des fonds 2 degrés. Donc on va finalement réfléchir à qu'est-ce qui est une stratégie d'investissement compatible avec les scénarios accord de Paris, avec les 2 degrés. Et donc pour ça, il y a une réflexion à deux niveaux. Hein. Au niveau des entreprises, en quoi les entreprises vont avoir une trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Hein, il faut que chaque entreprise finalement fasse sa part pour être 2 degrés. Donc sachant qu'il y a des enjeux différenciés, bien sûr, les entreprises la production d'énergie est très liée, hein, production d'électricité et secteur pétrolier, gros sujet, mais également la consommation d'énergie, toute l'industrie lourde, tout le transport, tout le bâtiment doit aussi avoir des objectifs ambitieux. Et puis, il y a une question de réallocation sectorielle aussi. C'est-à-dire comment, et là c'est plus lié à la réallocation dont je parlais tout à l'heure, comment je fais en sorte que dans mon portefeuille, j'augmente la part verte et je réduise la part brune pour que ça soit cohérent avec ce qu'on attend des activités dans un monde de degrés. Et donc ça, il y a par exemple Mirova, hein, qui est un acteur français, on va dire un pure player de l'ESG, qui a des stratégies climat très ambitieuses. Et donc, ils vont vraiment sélectionner des titres pour lesquels il y a des politiques très ambitieuses sur le climat et des fournisseurs de solutions très, on va dire, très performantes. Il y a un gros sujet sur filtrer à l'investissement les bonnes valeurs. À l'inverse, on travaille aussi, par exemple, avec des fonds non cotés, des fonds de PME industriels, qui vont avoir une stratégie plutôt inverse, de dire je fais rentrer tout et n'importe quoi dans le portefeuille en termes de performance climat. C'est-à-dire, je suis d'accord pour faire entrer dans mon portefeuille une boîte qui n'est pas forcément performante, mais par contre, je m'engage et je discute avec elle de ça avant qu'elle rentre dans le portefeuille. Hein. Donc, dans le private equity, on a 7 ans pour travailler ce sujet-là, puisque c'est pas comme le côté où on achète et on vend, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas, c'est possible. Dans le private equity, on a une vision de long terme, de moyen terme en tout cas. Donc, l'idée, c'est à l'investissement, on se met d'accord avec l'entreprise pour se dire, en 7 ans, on va décarboner l'activité. Et donc finalement, mon impact à moi, c'est pas de soutenir des activités vertes, mais c'est plutôt la transformation dont je parlais tout à l'heure. C'est de dire, je fais rentrer le tout venant et je m'engage à ce que 7 ans plus tard, l'entreprise soit adaptée au monde bas carbone. Et ça aussi, c'est créateur de valeur. C'est-à-dire quand je vais revendre cette entreprise, je sais qu'elle est, entre guillemets, d'ores et déjà aux normes. Elle sera en avance par rapport à son secteur. Et donc, elle aura aussi une plus-value sur le marché. Deuxième point, c'est l'utilisation d'indices bas carbone. Alors là, je fais vraiment référence à la gestion d'actifs. Les indices sont clés, puisque soit on est sur la gestion passive, hein, et donc on s'adosse à un indice, et donc les gros indices classiques sont alignés avec l'économie, et donc sont plutôt alignés 3,5-4 degrés. Donc, dès lors que je vais vouloir faire un fonds passif ambitieux, je vais devoir fabriquer un indice bas carbone. Je vais revenir juste après sur comment on fait ça. Mais même pour la gestion active, finalement, quand je fais de la gestion active avec une ambition climat, je vais vouloir me comparer avec un univers d'investissement qui est elle aussi ambitieux sur le climat. Et donc, c'est aussi intéressant pour la gestion active, d'avoir des indices bas carbone. Et donc là-dessus, la Commission européenne a sorti un texte de loi avec ce qu'est un indice aligné avec les accords de Paris. Alors pour la petite histoire, j'ai participé au groupe de travail, donc si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous en dire plus. Mais là-dedans, il y a une notion de trajectoire, de décarbonation annuelle pour construire ces indices bas carbone.
Euh, En gros, on va partir d'un univers classique, donc toutes les boîtes. Alors après, on peut partir du monde entier, on peut partir de l'Europe, etc. C'est assez classique, mais on va faire rentrer de la donnée carbone, c'est-à-dire des scores carbone, de l'empreinte carbone et des émissions évitées, pour sélectionner des titres. Et donc d'un univers large, on va venir restreindre en regardant la performance des entreprises. Et donc on va avoir une composition de l'indice, donc une performance climat de l'indice qui va être meilleure que son univers de référence. Et donc ensuite, soit on a un fonds indiciel qui suit ce fonds-là et donc qui va soutenir les entreprises qui sont dans l'indice, soit on va en tout cas se benchmarker avec des entreprises performantes d'un point de vue climatique. Et pour la petite histoire, hein, les indices bas carbone ont plutôt bien performé lors de la crise financière liée au Covid de mars, puisque moins carboné, et donc vu que le transport, notamment le transport aérien, le secteur pétrolier, a pas mal souffert, et que globalement les entreprises qui sont bien classées d'un point de vue carbone sont elles plutôt plus résilientes, ces deux effets conjugués ont fait que les indices bas carbone se sont très bien comportés. Et donc, par exemple, Carbone 4 travaille avec Euronext, qui est le provider d'indices français, pour fabriquer des indices bas carbone, dont un indice bas carbone aligné avec les accords de Paris. Alors, dans le monde financier, il y a pas mal d'immobilier aussi, d'immobilier en propre ou d'immobilier en portefeuille. Là-dedans, il y a les deux sujets. Hein. Financer une économie bas carbone, il faut avoir une stratégie de rénovation, donc d'améliorer la performance énergétique et climatique du parc immobilier, compatible avec les accords de degrés. Donc là aussi, il y a ces notions de trajectoire. Finalement, on peut avoir une trajectoire en kilos de CO2 par mètre carré des bâtiments et on va suivre ça au cours du temps. Et puis, d'un point de vue gérer les risques climatiques, il y a aussi le sujet adaptation au changement climatique. Et donc là, on sait aujourd'hui dire, puisque les bâtiments sont aussi des actifs de long terme, et donc dans 10, 15, 20 ans, les bâtiments qu'on connaît seront toujours là, mais ils ne sont pas forcément adaptés au climat dans 10, 15, 20 ans. Et donc, il y a bien sûr la question de mesure des risques, mais surtout, une fois qu'on a mesuré ces risques, comment on vient adapter ces bâtiments, donc soit en changeant un petit peu, en mettant des plans des plans d'adaptation pour être sûr que le moment venu, quand la catastrophe naturelle va se produire, il y ait moins d'impact que attendu. Alors plutôt là du côté banque, que ce soit banque de détail ou banque entreprise, il y a une initiative très intéressante qui est celle de Natixis. Donc Natixis, c'est la banque d'affaires du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne en France. Donc c'est une des grandes banques françaises, une des 4 banques françaises, qui a instauré un green weighting factor. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont colorer leur portefeuille de crédit. Hein, donc toutes les boîtes qui sont dans le portefeuille, et puis également toutes les nouvelles demandes de crédit qu'ils vont avoir. Ils vont mettre une couleur. Alors dans leur méthodologie, il y a 7 couleurs de vert très foncé, donc en gros beaucoup d'opportunités, à brun très foncé, beaucoup de risques de transition. Et donc il y a 7 niveaux qui permettent de classifier tout leur portefeuille. Et en face de chaque niveau, il va y avoir une pondération du risque sur le facteur RWA, hein, le Risk Weighted Asset. Donc en gros, pour faire simple, ils ont mis un bonus-malus interne. Ça va leur coûter plus cher de faire un crédit brun et ça va leur coûter moins cher de faire un crédit vert. Et donc, ce qui va leur permettre finalement de faire des tarifs plus intéressants aux activités vertes et du coup, mécaniquement se couper un peu forcément d'une partie du business sur les activités brunes pour mécaniquement réallouer le portefeuille. Et donc ça, c'est assez structurant. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 7000 personnes qui, au quotidien, vont voir ces couleurs affecter leur business. Et donc là, c'est Carbone 4 qui fournit les couleurs à travers la méthodologie que je vous présenterai dans un second temps. Et donc, si vous voulez, là, on a fait rentrer, encore une fois, le risque de transition dans la manière dont une banque, aujourd'hui, gère son risque de crédit, en venant mettre ce bonus-malus. Donc ça, c'est une manière très concrète de comment on peut venir
changer la façon de travailler, ou en tout cas mettre une couche additionnelle climat sur la gestion du risque classique. Et là derrière, il y a aussi bien sûr beaucoup de développement IT nécessaire, puisque l'information, je l'ai dit tout à l'heure, l'information est clé dans tous ces sujets. Il y a également des sujets de stress test climat, là qui arrivent plutôt par la voie réglementaire. Donc il y a la Banque d'Angleterre qui a fait ça, et maintenant les régulateurs européens, et donc du coup ça redescend au niveau des pays, ont demandé des pilotes de stress test climat. Ils ont fait des scénarios de stress test, à la fois sur les risques de transition et sur le risque physique, et vont demander l'impact financier de ces scénarios auprès des grandes banques. Donc ça, c'est quelque chose de très, très émergent, mais qu'on voit de plus en plus se développer, à la fois du côté banque et du côté assurance aussi. Et donc du côté assurance, c'est à la fois sur le passif et sur l'actif. Sur le passif pour les risques de transition, sur le passif pour les risques physiques, en quoi les risques physiques vont venir affecter les assurés, et puis en quoi l'actif, donc le portefeuille, va venir être affecté par risque de transition et risque physique. J'ai parlé beaucoup de risques, mais il y a bien sûr tout un tas d'opportunités liées à tout ça. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt autour des produits verts. Donc, vous avez des fonds à thématique climat. Là-dedans, il y a des fonds d'impact. Là-dedans, il y a beaucoup la question de la métrique, comment je vais venir prouver cet impact, mesurer l'impact. Il y a la question des obligations vertes, qui sont aujourd'hui très, très demandées sur le marché. Donc là, ça va toucher les acteurs financiers à divers endroits, soit pour aider à structurer ces obligations vertes, soit pour les acheter. Il y a la question des crédits verts, qui sont des obligations vertes. On voit maintenant aussi arriver les Sustainability Linked Bonds, c'est-à-dire que c'est plus forcément des activités vertes en tant que telles qu'on vient financer, mais c'est la transformation de l'acteur qui se dit, je vais m'engager sur un indicateur. Là aussi, on retrouve cet aspect de trajectoire. Et donc, si je tiens ma trajectoire, je vais avoir un bonus sur mon taux d'intérêt, donc je vais payer moins cher mon taux d'intérêt. Si j'y arrive pas, je m'engage à payer un peu plus cher mon coupon. Il y a des sujets assurance vie, épargne. Là, de plus en plus, c'est venu assez récemment en France. Il y a des mouvements pour dire je suis un consommateur, consommatrice, donc je sélectionne ce que j'achète au quotidien, je veux acheter bio, etc. Et bien c'est pareil avec mon épargne. Donc j'ai mon épargne sur mon assurance vie, sur mes portefeuilles, etc. Je vais avoir envie de donner du sens à cette épargne. Et donc là aussi, on sent pas mal d'acteurs qui émergent au niveau français. D'une part, pour créer les opportunités de financement d'investissement, donc les véhicules, les fonds, etc. D'autre part, des plateformes pour mesurer et pour donner accès. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Yuka, qui est une application qui dit si les aliments sont bons ou pas pour la santé. Et bien là, il y a l'ITA, qui est une plateforme de financement participatif à impact, qui vient de lancer More Impact, qui est une application qui concrètement, on rentre son épargne, nous dit l'impact de l'épargne sur le climat et sur d'autres indicateurs, donc c'est ESG, et propose des fonds en disant si vous avez envie de travailler sur le climat, ce fonds-là, il correspond à ce que vous voulez. Si vous voulez travailler sur les impacts sociaux, vous avez ça. Donc un gros sujet épargne. Il y a la question, donc pour les assurances, de penser quand même le métier de demain. Là, j'ai pas ressorti voilà, tous les gros rapports des réassureurs, hein, mais chaque année, les gros réassureurs disent que le changement climatique, ou en tout cas les catastrophes naturelles, mais dont l'augmentation est cohérente avec ce qu'on attend du changement climatique, ont augmenté d'année en année les dommages. Et donc, il y a la question de comment on va s'assurer demain. Et c'est le patron d'AXA, donc un des grands assureurs européens et le plus grand assureur français, qui avait dit un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. Hein, et donc, je ne sais pas à partir de combien on reste assurable, mais en tout cas, il y a la question pour un assureur de comment on fait évoluer les modèles climatiques pour prendre ça en compte, comment on revoit les clauses d'assurance et globalement, comment on travaille ce business model, sachant qu'à la fois le passif et l'actif va être touché.
Voilà pour un petit panorama. Je vais un peu vite volontairement pour essayer de laisser du temps aux questions à la fin. Mais tout ça pour vous dire que depuis 2015, la COP 21, le discours de Marc Carnet et puis l'article 173 en France qui a aussi obligé un certain nombre d'acteurs à publier leur empreinte carbone au niveau des portefeuilles. Ben voilà, en 5 ans, le monde financier français, moi je l'ai vu se transformer. Il y a 5 ans, personne connaissait ces sujets de climat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande montée en compétences. Et je vais peut-être insister là-dessus pour finir sur les initiatives. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il faut dédier du temps et du coup des budgets à créer et former des équipes spécialisées et transversales sur ce sujet climat, risque climatique et impact, parce que c'est un sujet systémique, c'est complexe, ces histoires d'empreinte carbone, faut bien comprendre tout ça. Et ça demande une transformation de l'économie, hein, donc ça touche tous les secteurs. Et donc, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas un petit diagnostic qu'on fait et puis un petit plan d'action. Non, il y a vraiment une réflexion très structurée à avoir sur ce sujet-là. Et c'est une action qui se mène dans le temps. Hein, l'alignement des portefeuilles sur les accords de Paris, c'est pas aujourd'hui je suis 4 degrés, demain je suis 2 degrés. Non, c'est comment, voilà, comment je construis cette trajectoire. Donc cette deuxième partie, maintenant, je vous propose de rentrer concrètement dans comment on vient mesurer ces risques et donner finalement des indicateurs qui permettent de prendre des décisions d'investissement, qui permettent par exemple le Green Weighting Factor de Natixis. Donc il se trouve que le groupe Carbone 4, c'est un cabinet de conseil à l'origine, et en 2016, on a créé un Carbon for Finance, qui est un provider, un fournisseur de données carbone, à la fois sur le risque de transition et le risque physique, donc à travers 2 méthodologies dédiées. Et je vais commencer par la première qui mesure le risque de transition et qui mesure la performance climatique des actifs. Donc c'est ce que je mets ici. Et l'idée, hein, c'est que on est capable aussi de travailler sur toutes les classes d'actifs. Et bien sûr, on voit très bien les corporates, donc à la fois en equity et en dette. On voit bien le sujet des green bonds, mais je vais insister sur les actifs réels aussi. Et le financement d'infrastructures, il est vraiment essentiel aussi. Les infrastructures concentrent en fait les problèmes et les solutions, parce que dans les portefeuilles d'infrastructures, on retrouve beaucoup d'énergie, on retrouve beaucoup de transport, de l'industrie aussi, donc beaucoup de problèmes, mais aussi les infrastructures de demain sont à financer. Donc beaucoup de problèmes, beaucoup de solutions. Et surtout, les infrastructures sont très, très exposées au changement climatique. Donc, gros sujet, risque physique pour les infrastructures. Donc, je vais revenir sur mon risque de transition et plutôt pour les entreprises cotées ici. Et donc, l'idée, hein, c'est qu'on a construit une méthodologie bottom-up, c'est-à-dire qui vient vraiment analyser en détail l'entreprise. Pourquoi? Pour permettre de discriminer différents acteurs dans un même secteur, et donc pour permettre d'avoir la performance intrinsèque des entreprises, et pas finalement une analyse sectorielle, mais vraiment une analyse de l'entreprise. Le premier indicateur qu'on va calculer, c'est le deuxième point, c'est les émissions de gaz à effet de serre, hein, donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone, sur toute la chaîne de valeur. Parce que l'empreinte carbone, c'est une analyse de risque. On veut regarder toutes les émissions de gaz à effet de serre dont dépend une activité. Et donc ça peut être chez soi, c'est ce qu'on appelle les émissions directes, mais ça peut être aussi les émissions indirectes. Donc sur sa chaîne de valeur, ça peut être chez notre fournisseur ou chez notre client. Et le jour où notre fournisseur peut plus fonctionner parce que, en gros, le prix du carbone fait que c'est trop cher pour lui, parce que son activité est interdite, parce qu'elle est trop émissive, etc., ben moi, je peux plus fonctionner. Et de la même manière, si mon client, je lui fournis pas des produits qui sont suffisamment performants, et ben demain, il ira voir ailleurs. Hein, donc il y a des sujets de risque de transition dans les émissions indirectes. Je vais vous prendre quelques petits exemples après. Ensuite, une fois qu'on a cette empreinte carbone, qui est finalement l'impact négatif sur le climat, et aussi une mesure de risque, parce que, on va dire, pour le même service, pour le même produit, si un acteur a plus d'émissions qu'un autre, bah, ça va être plus compliqué pour lui
de réduire ses émissions. Le jour où une taxe carbone, ça va lui coûter plus cher. Le jour où il faut mettre un CAPEX pour atteindre une performance réglementaire, bah, ça va lui coûter plus cher parce qu'il est plus loin de son concurrent. Donc, empreinte carbone, impact négatif, risque de transition. Et bien à l'inverse, on a aussi envie de mesurer l'impact positif, c'est-à-dire en quoi un acteur vient contribuer à la transition, vient être capable de décarboner soit lui-même, soit ses clients. Et pour faire ça, on calcule les émissions économisées, qui vient compléter l'analyse. Et puis enfin, on fait une analyse prospective qui regarde dans le futur comment vont évoluer la performance climatique des entreprises. Alors le scope 3, hein, dans le jargon de l'empreinte carbone, le scope 3, ce sont les émissions indirectes. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la performance directe, il y a les émissions directes qui sont les émissions scope 1 et 2, et le scope 3 qui est tout le reste, donc en amont et en aval. Et donc quand je suis un constructeur de voitures, par exemple, bah, mes scope 1 et 2, ça va être l'énergie de mes usines. Mon scope 3 amont, ça va être toute l'extraction, la fabrication, le transport des plastiques, des métaux, etc. pour fabriquer la voiture. Et le scope 3 aval, bah, ça va être la circulation de la voiture, enfin, des voitures produites dans l'année sur leur durée de vie. Et donc évidemment, le gros poste pour un constructeur automobile, ça va être le scope 3 aval, ce qui veut dire que, en fait, d'un point de vue levier pour décarboner le monde, il vaut mieux que le constructeur automobile travaille la performance de ses voitures plutôt que la performance de ses usines, hein, c'est-à-dire les robots articulés qui vont venir assembler les voitures. Ça a beaucoup moins d'impact que la performance de la voiture elle-même. Donc d'un point de vue levier pour décarboner, c'est sûr que le levier il est dans le scope 3. Et d'un point de vue risque de transition, aujourd'hui, par exemple en Europe, il faut que les constructeurs respectent une moyenne de 95 grammes de CO2 par kilomètre pour mettre des véhicules sur le marché. Et si elles sont au-dessus, bah, elles payent une taxe. Donc c'est pas interdit de dépasser ce seuil, mais par contre, si elles le font, ça leur coûte cher. Donc le risque de transition, il est aussi dans le scope 3 aval. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mesurer tous ces postes d'émission. Et donc si on est capable de le faire aujourd'hui sur plein d'entreprises, c'est parce que Carbone 4 a travaillé pour des constructeurs automobiles, pour la production électrique, pour tous les secteurs d'activité. Et du coup, on sait comment le calculer et on est capable de le recalculer sur... Aujourd'hui, on a une base de données de 3000 valeurs vraiment détaillées et 15 000 valeurs un peu plus simplifiées, permettant d'avoir tous ces indicateurs. Pour les émissions économisées, on va venir comparer l'entreprise avec une situation de référence qui est secteur par secteur. Et donc, si on est en dessous, on va avoir des émissions économisées. Cette référence, soit elle est externe à l'entreprise, je vous prends un exemple, je suis toujours mon producteur de voitures et je fais des voitures efficaces. Je mets des voitures efficaces sur le marché, je vais remplacer des vieilles voitures du parc qui étaient moins efficaces. Et donc le delta d'efficacité, la différence d'efficacité, ça va être mes émissions évitées. C'est ma contribution à réduire les émissions mondiales. Il y avait des vieilles voitures qui circulaient, maintenant c'est des nouvelles. J'ai réduit les émissions mondiales en mettant ces voitures sur le marché. Ça marche bien pour les produits et services, et pour tout ce qui est process très intense en énergie, en carbone, bah là, on va regarder plutôt comment l'entreprise se comporte aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Et on va venir regarder ses émissions réduites. Et on va venir regarder si elle s'inscrit sur sa trajectoire sectorielle, c'est-à-dire si elle fait ce qu'elle doit faire pour respecter les accords de Paris. Et donc, on va regarder ces deux sujets, et c'est ça qu'on va appeler les émissions économisées. Si je vous prends un exemple, et que je compare une entreprise qui fait du pétrole et du gaz et une entreprise qui fait des matériaux isolants pour le bâtiment, si je regarde que les émissions directes, c'est-à-dire les émissions que je vais trouver dans les rapports annuels le plus souvent, ben en fait, je vais avoir l'entreprise B qui va être plus intensif en CO2, en tonnes de CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, que la compagnie qui fait du pétrole et du gaz. Pourquoi? Parce que c'est très intense de faire de la laine de verre, par exemple. Très intense en énergie. Donc, consomme beaucoup d'énergie, une grande empreinte carbone. Un raisonnement simpliste pourrait être de dire, voilà, cette compagnie B, il y a beaucoup de CO2, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est calculer le scope 3, les émissions indirectes, et donc pour l'entreprise qui fait du pétrole et du gaz, en fait, elle va vendre des carburants à ses clients qui vont les brûler, et ça va émettre des gaz à effet de serre, du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, on va venir quantifier ça.
sachant que pour la compagnie B, ce sera très petit. Et donc là, on va voir que, ben oui, effectivement, c'est plus logique. La compagnie A a plus d'émissions que la compagnie B. Et par ailleurs, on va venir quantifier le fait que cette compagnie B, elle va aider ses clients à réduire leur consommation d'énergie en installant les isolants pour le bâtiment, et donc avoir des émissions évitées. Et donc, on va venir améliorer la vision de la performance climat qu'on peut avoir d'une entreprise en calculant ses émissions scope 1, 2, 3 et émissions économisées. Et voilà, on a l'impression quand même que cette vision est beaucoup plus représentative de l'impact sur le climat qu'ont les entreprises. Alors, petit détail technique, on ne peut pas faire une vision nette, c'est-à-dire on ne peut pas faire la somme des deux, émissions induites et évitées, mais par contre, on peut construire un ratio, ce qu'on appelle le Carbon Impact Ratio, qui sont les émissions économisées divisées par les émissions induites. Et donc ça, c'est un indicateur de la performance climatique d'une entreprise, aujourd'hui. Et la dernière étape, ça va être de regarder dans le futur comment l'entreprise va se comporter. Alors, je vais aller assez vite, mais en gros, on va regarder sa stratégie au regard du changement climatique. Est-ce qu'elle identifie des nouveaux business models? Est-ce qu'elle veut aller sur des nouveaux produits et services bas carbone? Est-ce qu'elle a des investissements dans de la recherche, dans des projets bas carbone? Et puis, est-ce qu'elle a des objectifs de réduction de ses émissions, à la fois directes et indirectes, ambitieux au regard de son secteur? Et donc, en fait, pour chaque secteur, on va avoir une grille d'analyse qui nous dit ce qui est une bonne entreprise et celles qui sont plutôt en queue de peloton. Et donc, on va donner comme ça un score qualitatif, mais basé sur des seuils, pour identifier en quoi les entreprises vont s'améliorer dans les prochaines années. Et puis, en cumulant finalement la performance actuelle et la performance future, en la combinant, on va créer un score qui va de A à E. Donc A étant l'entreprise est fortement contributrice à la lutte contre le changement climatique. Et donc dans un monde où il y a de la régulation, où il y a de la taxe carbone, etc., elle va être plutôt exposée aux opportunités. Donc elle va mieux se comporter financièrement. Et ça va jusqu'à E, qui est l'entreprise est incompatible avec les enjeux du changement climatique et donc très exposée aux risques de transition. Et donc beaucoup de risques financiers le jour où ça va se matérialiser. Et donc, c'est par exemple cet indicateur qu'utilisent des clients de Carbon for Finance dans la gestion d'actifs, en regardant, voilà, deux entreprises dans le même secteur, il y en a une qui est A, l'autre qui est C, je vais préférer surpondérer celle qui est A. Et c'est ces lettres-là qui donnent les couleurs de Natixis pour faire le Green Weighting Factor. Et de ce score-là, au niveau portefeuille, donc on va pouvoir agréger tous les indicateurs, empreinte carbone, émissions économisées, puis note globale, au niveau du portefeuille. Donc les clients peuvent faire un reporting climat au niveau consolidé. Et on va également donner une température. Alors on a deux étalons, un étalon à 3,5 degrés et un étalon 2 degrés. Et donc on va être comme ça capable de dire tel portefeuille, il est aujourd'hui plutôt 3 degrés, plutôt 2 degrés, plutôt 1,5, etc. etc. Ça, c'était pour le risque de transition. Pour la partie risque physique, je vais être un peu plus bref. Pour mesurer le risque physique, on va combiner finalement deux informations liées à l'entreprise. D'une part, comment vont évoluer les aléas climatiques. Et donc, par exemple, si je suis dans une zone donnée, comment vont évoluer les vagues de chaleur. Et donc ça dépend de la localisation. Et puis, je vais regarder la vulnérabilité de l'entreprise à ces vagues de chaleur. Parce que finalement, si ça ne m'affecte pas, c'est pas grave. Si ça m'affecte beaucoup, par contre, c'est grave. Et donc, en fait, il y a la vulnérabilité qui dépend du secteur et l'aspect aléa, la projection des aléas qui dépendent de la géographie. Et en combinant ces deux informations, on arrive à faire un scoring de risque. Alors, il va ici de 1 à 99, et puis après, on est capable aussi de donner 4 lettres pour dire si l'entreprise est plus ou moins à risque. Et donc, en fait, l'analyse d'une entreprise, ça va être sa décomposition par géographie et par secteur. Et ensuite, on va scorer finalement le risque physique pour chacun des aléas climatiques et chacun des couples secteur-géographie. Et puis, on va agréger ça au niveau de l'entreprise. On va regarder pour ça 7 aléas climatiques, qui sont les principaux qu'on attend. Donc, ça va de la hausse de température, les sécheresses extrêmes, les changements des précipitations, la montée du niveau des mers.
etc., etc. Donc, on va regarder tout ça. Et donc, pour tout ça, on a fait finalement un scoring hein, de quel secteur est exposé comment par rapport à ces 7 aléas. Et puis, on a pris les scénarios du GIEC pour regarder comment allait évoluer chacun de ces aléas dans le futur. Donc voilà, on a 3 scénarios. Donc on a la vision historique et la vision scénario médian, scénario fortes émissions. Et donc on est capable d'identifier où sont les zones géographiques où il va y avoir le plus de changements. Alors par exemple, petit point à noter, vous voyez que par exemple le sud de l'Europe et alors ça va vraiment dépendre hein, de chaque aléa, mais par exemple le nord de l'Europe est plus touché que le sud de l'Europe parce qu'on raisonne en relatif. Et donc finalement, le bassin, il va y avoir moins d'augmentation de température dans le bassin méditerranéen que dans le nord de l'Europe, en relatif. Et ça, c'est les modèles climatiques qui le donnent. Par contre, bien sûr, en état actuel, il fait bien sûr beaucoup plus chaud dans le bassin méditerranéen que dans le nord de l'Europe. Et ce qu'on va regarder, c'est en quoi ça va se déformer. On part du principe qu'on est adapté aujourd'hui et que c'est ces déformations qui vont faire qu'on sera plus adapté. Bon, pour être capable de regarder ça, on va regarder l'impact sur les CAPEX. Donc, si on détruit l'actif, il va falloir reconstruire. L'impact sur les OPEX, ça va peut-être coûter plus cher de continuer à faire fonctionner mes usines, par exemple parce qu'il faut payer plus d'assurance, par exemple parce qu'il faut acheter plus de choses, etc. Le prix des matières premières va augmenter, etc., etc. Et puis, je vais peut-être vendre moins de choses aussi, puisque mon usine va moins tourner et puisque je vends un service qui est plus forcément adapté aux besoins de mes consommateurs, consommatrices. Et donc pour ça, on va regarder l'impact de à la fois la chaîne de valeur amont, à la fois l'impact sur le process, bien sûr, sur l'usine, en quoi tous ces aléas vont venir affecter l'usine, en quoi ça va venir affecter les salariés. En fait, on n'y pense pas trop, mais c'est un des premiers impacts, ça va être sur les salariés. C'est-à-dire qu'en gros, le jour où il fait 35-40 degrés, les machines tournent encore, mais les personnes qui font fonctionner les machines vont avoir du mal à les faire fonctionner. Il y a des questions de logistique là-dedans, puisque qui dit événement extrême dit logistique un peu chahutée. Et puis la demande, donc là plutôt du côté client, en quoi ça vient bouger. Et donc on vient regarder tous ces aspects pour tous les secteurs par rapport à tous les aléas et ça nous permet de faire un scoring. Donc j'ai un exemple de ce que donne ici une analyse de portefeuille. Donc là on a un score de 35 sur 99. On peut comparer ce score-là avec un indice de référence. On peut le projeter dans différents scénarios, etc. Et à mon sens, hein, ce qui va être aussi très intéressant, c'est de regarder à quels aléas je suis soumis. Et puis après, ça c'est au niveau portefeuille, mais je vais rentrer au niveau entreprise et je vais regarder finalement quelles sont les entreprises qui sont le plus facteurs de risque. Et dans ces entreprises, quels sont les couples secteur-géographie les plus à risque. Ça va me permettre de venir discuter aussi avec les entreprises en disant globalement, vous êtes sur une activité à risque. Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Est-ce que vous avez un plan d'adaptation ou est-ce que vous allez mettre en place un plan d'adaptation pour travailler ces sujets-là? Donc voilà un cas d'étude sur le MSCI World. Donc là, il y a 1765 entreprises et on a regardé les différents risques. Donc le risque physique, là, agrégé tout aléa pour différents secteurs. Donc vous voyez, par exemple, le secteur des utilities, forcément, est très exposé, mais il est aussi très divers. Il y a des entreprises qui vont être plutôt à risque moyen, pas faible quand même, mais moyen. Il y en a qui vont être très, très à risque. J'ai tenu mon heure, donc je vais vous remercier pour votre écoute. C'est peut-être. On a jusqu'à quelle heure? On a encore un petit peu de temps pour les questions? On a jusqu'à 12h30 normalement. Parfait. Eh bien, écoutez, je serais ravi de répondre à vos questions ou de revenir sur un point de la présentation. C'était un peu la course, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Yves, pour cette présentation assez complémentaire par rapport aux présentations de ce matin, puisque vous avez eu surtout l'occasion de nous rappeler
les principaux risques, hein, les risques physiques, risques de transition, risques de responsabilité. C'est un peu ce qu'on a vu aussi ce matin, mais on est allé vers des choses concrètes avec une évaluation des risques sur des cas concrets pour des entreprises européennes, voire surtout françaises. Mais vous avez aussi vous avez eu cette occasion pour nous rappeler aussi le rôle du secteur financier dans la décarbonation de l'économie mondiale. Autrement dit, sans le secteur financier, il n'y a pas de transition. Je reprends un peu vos mots, hein, il n'y a pas de transition énergétique ou climatique s'il n'y a pas vraiment une association du secteur financier. Donc, le rôle des acteurs financiers est un rôle très, très, très important. C'était aussi une occasion pour revenir sur les aspects méthodologiques. Comment mesurer ces risques? Et là, j'ai bien aimé surtout ce que vous avez présenté comme coloration des portefeuilles de crédit, hein, les 7 couleurs du portefeuille, du brun au vert, ou plutôt le contraire. Et puis, le cas concret de la France, hein, quand on voit un peu la dynamique qui a été implantée en France depuis 5 ans, depuis l'accord de Paris. Vous avez bien dit qu'il s'agit vraiment d'une véritable transformation, hein, du secteur financier, parce que tout simplement, il y a eu un effort très important pour disons, développer des compétences dans le domaine de la finance climat. Par rapport à tout ça, personnellement, j'ai 2 petits commentaires ou 2 petites questions. Vous avez évoqué l'indice bas carbone, vous avez travaillé dessus, si j'ai bien compris, et au niveau de l'Union européenne, puisqu'on parle de l'Union européenne, le fameux Green Deal de l'Union européenne, est-ce que par rapport à ce deal, il y a eu un aspect spécifique à la finance climat et à tout ce qui peut toucher le secteur financier? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, au niveau de la coloration des portefeuilles, est-ce qu'aujourd'hui on applique cette coloration pour le classement des institutions financières? Voilà. Ok, merci pour ces 2 questions et ce très exhaustif récapitulatif, Niji. Alors, sur le lien entre le Green Deal et la finance verte, en fait, hein, donc, moi j'ai travaillé sur des indices bas carbone dans ce qu'on appelle le Technical Expert Group on Sustainable Finance, donc le groupe d'experts techniques pour la finance durable. Là-dedans, il y a eu aussi tout un travail sur la taxonomie européenne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aussi en train de révolutionner, donc c'est une arrivée réglementaire que tout le monde attend, qui est finalement un langage commun, qui est européen à ce stade, mais qui a pour ambition de dépasser l'Europe, hein, donc c'était juste voilà, une première pierre. Cette taxonomie européenne dit quelles sont les activités